Identification des besoins du sportif. La dépense énergétique générée par l'activité physique entraîne une perte de substrat énergétique en kilocalories à restaurer pour conserver un bon statut nutritionnel et permettre la restauration et la progression. Selon l'utilisation des filières liées au couple intensité-durée, nous consommons dans la filière anaérobie alactique de la créatine phosphate, qui est un ensemble d'acides aminés, pour produire de l'ATP, ainsi que l'utilisation de protéines sous forme d'acides aminés glucoformateurs participant à la formation d'énergie. En anaérobie lactique, l'utilisation du glycogène et sa transformation en lactate, pouvant également de façon réversible servir de substrat pour synthétiser du glucose, et en limite de la capacité de cette filière, la production de ions H+, va entraîner l'acidification de l'organisme, nécessitant de choisir une alimentation permettant le rééquilibrage. En filière aérobie, l'utilisation du glycogène sera transformée en finale en gaz carbonique et en eau, et devra impérativement être restaurée grâce à une alimentation adéquate. Dans cette filière, l'utilisation des triglycérides, les graisses, sera transformée également en gaz carbonique et eau, et l'utilisation des protéines oxydées seront transformées en urée. Les aliments sont donc nécessaires pour satisfaire nos besoins physiologiques. Au cours des repas, ceux-ci vont fournir les glucides, soit les sucres, les lipides, les graisses et les protéines nécessaires. Après digestion et absorption, étape importante déterminant leur emploi, ceux-ci seront utilisés, stockés et remaniés en fonction de l'activité et de leur disponibilité sous leur forme basique. Glucose nécessaire aux cellules, ainsi que les acides aminés, les acides gras, le glycérol, les lactates. Nous allons regarder cela dans le détail. Leur utilisation requiert également de l'énergie. Ces nutriments interagissent et servent tour à tour à produire les éléments nécessaires afin de permettre à notre organisme de fonctionner et de s'adapter à tous les contextes de la vie normale lorsque nécessaire. Le jeûne, l'activité physique, l'alimentation restrictive. Le principal carburant des cellules étant le glucose. La glycémie est finement régulée par un duo hormonal, le glucagon et l'insuline. La production de cette dernière est par ailleurs une nécessité pour les tissus non glucodépendants, le muscle, le tissu adipeux, afin de pouvoir capter le glucose. Son rôle est de maintenir un niveau sanguin de glucose aux environs d'1 gramme par litre. L'insuline est une hormone de stockage pour le sucre qui va alimenter nos cellules insulinodépendantes. La masse grasse a besoin d'elle pour permettre le passage des acides gras dans la cellule et du glycérol pour produire les triglycérides. La masse musculaire qui, grâce à son action, va s'enrichir du glucose sous la forme de glycogène. Pour les acides gras, issus de la transformation des graisses qui vont être transformés en triglycérides et constituer la masse grasse. Pour les acides aminés, issus de la transformation des protéines qui vont permettre la restauration et l'augmentation de la masse maigre. C'est au niveau du pancréas, grâce aux cellules bêta, que sera produite l'insuline, dès que la glycémie baissera au niveau du sang. Le glucagon, quant à elle, augmentera dès que la quantité de sucre sanguin s'abaissera. A l'inverse, le déficit énergétique et ou glucidique va stimuler la production du glucagon et la conversion des nutriments issus des stocks pour produire le glucose. Grâce à la lipolyse, il y aura diminution de la masse grasse afin d'utiliser les triglycérides retransformés sous forme d'acides gras et largués dans la circulation sanguine, mais aussi dégradation de protéines afin d'obtenir les acides aminés glucoformateurs. C'est donc à partir du statut nutritionnel et des réponses hormonales provoquées que vont être utilisés vos stocks en fonction des disponibilités. Il y a une interconversion entre ces différents nutriments. Le glycogène, nécessaire pour obtenir le glucose grâce à la glucose 6-phosphate, les protéines qui vont donner les acides aminés, les triglycérides, les acides gras et le glycérol vont permettre la conversion en glucose et en acétyl-CoA afin de fournir l'énergie nécessaire. Le statut nutritionnel détermine la disponibilité des nutriments et impacte leur utilisation en fonction du contexte. Repos, activité modérée, activité soutenue et selon leur durée dans le temps. Le maintien d'un équilibre alimentaire adapté aux besoins permet ainsi de maintenir un poids stable et une santé optimale. C'est un préalable indispensable. Nous verrons plus tard comment adapter cette alimentation selon des objectifs
particulier propre à certaines catégories de sport, abaissement ou augmentation du poids dans un but d'amélioration des performances. Notre poids est ainsi régulé de manière très fine et complexe par l'interaction de productions hormonales régies par l'hypothalamus, centre de commande nerveuse et hormonale situé à la base du crâne. Véritable chef d'orchestre, il reçoit des différents organes les signaux olfactifs, nerveux, sensitifs qui vont orienter ses réponses métaboliques induisant un comportement adapté. Tout à fait naturellement, lorsque l'énergie vient à manquer, l'organisme produit des signaux depuis l'hypothalamus pour nous pousser à nous alimenter. Les aliments vont être ingérés, dégradés et à leur tour déclencher des productions nerveuses et hormonales destinées à réguler nos stocks et à limiter notre consommation en déclenchant la satiété. Nos besoins énergétiques induisent nos comportements et rythmes alimentaires qui eux-mêmes sont modulés et ou perturbés par notre environnement, nos croyances, habitudes, traditions et choix. Il est donc utile de comprendre quels sont les différents modulateurs de notre appétit. L'hygiène de vie, repas, sommeil régulier, activité physique participent à l'équilibre des systèmes régulateurs. Tout dérèglement s'accompagne d'effets sur l'alimentation. La régulation du poids corporel. Le poids n'est que la balance des apports et des dépenses. Appelée pondérostat, la gestion de notre poids correspond au maintien d'un équilibre assez stable entre apports et dépenses énergétiques. La régulation s'effectue au niveau de l'hypothalamus et implique de nombreux organes. La fréquence, la qualité et le volume des repas ont une incidence sur le statut nutritionnel et sur la mobilisation des nutriments utilisés à des fins énergétiques. Tout au long de la journée, la fréquence et la répartition des repas maintiendront une glycémie stable. On admet qu'une répartition alimentaire basée sur 3 repas principaux, plus 1 à 2 collations, en fonction des circonstances, est une habitude salutaire pour conserver un poids stable. L'idéal consistant à avoir des apports modérés toutes les 4 à 5 heures afin de limiter les variations trop importantes de la glycémie. On différencie 3 grandes périodes. La période postprandiale, d'une durée d'environ 8 heures, c'est celle qui fait suite à un repas. La période post-absorptive, d'environ 10 à 12 heures, correspond à l'état nutritionnel au réveil, le matin, lorsque l'on est à jeun. La période de jeûne, elle, est définie à partir de 16 heures sans prise alimentaire. Les repas s'accompagnent en amont, pendant et après de signaux perçus au niveau du tronc cérébral, appelé le noyau du tractus solitaire, qui sert de relais à l'hypothalamus. Celui-ci renvoie alors les réponses métaboliques adaptées, traduisant ou inhibant la prise alimentaire. La principale hormone orexigène, celle qui stimule l'appétit, est la gréline, présente au niveau de l'estomac et des intestins. Une grande quantité d'hormones dite anorexigène, module la satiété, induisant l'arrêt de la prise alimentaire. Parmi elles, on retrouve la leptine, dont le niveau est proportionnel à celle de notre masse grasse et qui en régule le niveau. L'insuline qui régule les stocks énergétiques. Lorsque l'on a faim, l'organisme abaisse son niveau d'activité grâce aux fonctions thyroïdiennes et stimule l'appétit. La prise alimentaire entraîne, elle, grâce aux stimuli provoqués par l'absorption des nutriments, la production d'hormones régulatrices, insuline, leptine, qui vont provoquer à leur tour l'augmentation des dépenses et la production de neurotransmetteurs délivrant les messages de satiété. Ce descriptif n'a pas pour objet de vous perdre, mais de vous faire prendre conscience de la complexité des systèmes régulant notre organisme. On comprend dès lors que le moindre déséquilibre associé à une moindre capacité d'adaptation peut entraîner des perturbations allant de la fluctuation du poids aux pathologies et accidents. À retenir, notre corps utilise de l'énergie en continu, sous forme d'ATP. Celle-ci contribue à assurer nos fonctions cellulaires en perpétuel remaniement. Le métabolisme, c'est la somme de l'anabolisme et du catabolisme. Le glucose est le nutriment énergétique le plus adapté. Sa reconversion se fait à partir des différents nutriments issus de l'alimentation, quel qu'en soit le contenu. C'est grâce à l'hypothalamus, glande nerveuse régissant nos productions hormonales, que notre organisme peut percevoir et répondre aux besoins métaboliques engendrés par nos activités quotidiennes. De l'équilibre des apports dépend notre faculté d'adaptation ainsi que notre santé et nos performances.